Bonsoir Christiane Taubira. Bonsoir Mouloud Achour. Vous me mettez dans un drôle d'état. J'ai dragué sur cette chanson, j'ai flirté sur cette chanson-là. Ah bon? Bon, c'est fini les aveux. Non, on vous a dragué. Ah mais pourquoi? Bah parce que tous les hommes devraient vous draguer. Ah peut-être, mais moi je peux prendre l'initiative aussi. Mais évidemment. Oui, les filles, vous avez compris? Moi d'ailleurs, je les encourage. Ben oui, nous sommes égales égaux. Exactement. Christiane Taubira, vous publiez Nuit d'épines aux éditions Plomb. C'est un récit passionnant dans lequel vous évoquez votre amour de la nuit qui réveille. Vous revenez aussi sur certains moments marquants de votre carrière professionnelle et votre vie personnelle. On a d'écouter Retiens la nuit de Johnny Hallyday. Est-ce qu'on peut la retenir la nuit? Non, heureusement, il faut accepter qu'elle s'écoule. Sinon, on vieillit sur pied. Donc, il faut vivre la nuit. Non, ça n'est pas un commandement. Ça n'est pas une consigne même. Mais pour ma part, je vis intensément la nuit et vraiment chaque instant de la nuit. Et je pense qu'il est bien de vivre intensément, y compris le jour pour ceux qui sont de jour. Beaucoup d'artistes ont chanté la nuit. On a écouté Johnny Hallyday sur lequel vous avez flirté et séduit. J'aimerais qu'on écoute Alain Bachung. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. Alain Bachung, la nuit, je mens. Est-ce que c'est plus facile de mentir la nuit ou de se mentir à soi-même? À qui? À soi-même. Au contraire, moi je pense que la nuit est plus propice au retour sur soi, à la lucidité sur ses faiblesses, ses vulnérabilités, ses désirs aussi. Je pense au contraire que la nuit est davantage un moment de vérité, vraiment, un moment de franchise, un moment de clairvoyance. La nuit, parce que voilà, les bruits peuvent être amortis. Et puis, si on ne dort pas, c'est qu'on a autre chose à faire. Donc, non, je crois que la nuit nous aide au contraire à nous retourner sur nous-mêmes. Christiane Taubira, la nuit, vous écrivez, mais vous écrivez également des SMS. Vous êtes quelqu'un qui est très proche de son téléphone. Et j'aimerais qu'on écoute Kavinsky avec Night Call. Le morceau s'appelle Night Call. On l'a découvert dans la bande originale du film Drive. Kavinsky est un des ambassadeurs de la French Touch. La nuit, qui vous appelez, à qui vous écrivez? Alors, j'écris la nuit. Moi, je suis vraiment loin d'être une aficionada, une entichée du téléphone. J'en suis très loin. Et j'ai même un rapport très distant avec le numérique parce que j'ai décidé de faire de la résistance culturelle. Et les effets de cette résistance culturelle, c'est que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où mon cerveau se bloque lorsqu'on m'explique l'usage d'un certain nombre de dispositifs. Mais la nuit, c'est le moment où je peux regarder des messages. Et effectivement, souvent, lorsque je réponds, mais il y a des tas de messages auxquels je ne réponds pas, sinon j'y passerai mon temps. Lorsque je réponds, c'est en général la nuit, parce que c'est à ce moment-là que j'ai un peu de temps et que je regarde ce qu'on m'a écrit. Vous parlez de résistance culturelle. Aujourd'hui, un téléphone, c'est censé nous permettre d'avoir accès à toutes les cultures. La musique est en streaming. On peut regarder des films sur les plateformes. On peut avoir accès à tout. Donc on pourrait avoir accès à la culture, mais pourquoi pour vous c'est résister culturellement? Non, je ne dis pas qu'il ne faille pas. Au contraire, il est heureux que nous disposions, de façon générale, nous, c'est vraiment collectivement le monde entier, puisse disposer du contenu. Mais la dépendance, l'aliénation, cette façon de ne pas... cette espèce d'addiction au téléphone, des gens qui ne lâchent jamais leur téléphone, non. Moi, je pense qu'il y a des risques de fausse socialisation par le téléphone et par le numérique en général, et quel que soit aussi, le support. Au lieu de regarder le monde, on passe longtemps à se regarder nous-mêmes. Mais voilà, et puis moi, je vois des gens dans des concerts, je sors beaucoup le soir. Bon, après, je rentre la nuit, je fais autre chose. Mais dans les concerts, je vois des gens qui filment, alors qu'il y a tellement de choses à recevoir, à respirer. Vous écarquillez les yeux, vous écoutez, vous vous rendez disponible. Donc la musique vous entre de partout, par tous les sens, par tous les pores. Mais si vous êtes sur votre téléphone, évidemment, vous saisissez le moment.
mais vous pouvez avoir le moment filmé par des professionnels. Donc c'est ça que j'appelle la résistance culturelle, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça envahisse ma vie. Je ne veux pas, par exemple, j'ouvre mon téléphone et il y a mon ordinateur, il y a une voix qui me dit « Demandez-moi ce que vous voulez, demandez-moi quel temps il fait aujourd'hui ». Je lui réponds « Ta gueule !» Parce que voilà, si j'ai quelque chose à lui demander, je lui demanderai. Donc ça, je trouve ça insupportable. On va essayer. Dis Siri. Oui, je crois qu'il s'appelle Siri. Ah, ta gueule. C'est même pas un Ouais, joli prénom. il marche pas. Ça marche pas, non. En tout va cas, il la boucle, hein. On continue en musique, Christiane Taubira, avec la plus grande, celle qui est pour moi la plus grande de tous les temps, Nina Simone, Night Song. Summer, not a bit of breeze. Neon signs are shining through the tired trees. C'est Nina Simone. Et pour moi, Christiane Taubira, il y a une chanson de Nina Simone qui me fait toujours penser à vous, c'est celle-là. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. Vous comprenez pourquoi cette chanson me fait penser à vous? Est-ce que vous comprenez pourquoi elle me fait penser à vous? Dites-moi. Parce que j'ai l'impression que vous avez été la femme politique qui a le plus lutté pour être comprise. Être comprise, pas de mes adversaires. En tout cas, bon, l'adversaire politique dans un débat, dans une dispute, très volontiers. Parce que je crois beaucoup à la confrontation des idées, je crois beaucoup à l'utilité dans une démocratie pour maintenir sa vitalité, je crois beaucoup à la nécessité du dialogue, de la discussion, de la dispute même, tant qu'elle reste courtoise. Mais on peut élever le ton, on peut se passionner, on peut avoir l'air de vouloir prendre l'autre au collet pour lui demander d'écouter. Donc ça, j'aime ça et Et vous avez déjà dit, comme Nina Simone, Seigneur, ne me laisse pas incomprise. Non, moi, cette chanson-là, je tomberais amoureuse d'un poteau en l'écoutant. Elle est voluptueuse, voilà, elle ne fait pas partie de mes préoccupations. Cette chanson ne m'évoque pas le souci. En politique, d'abord, je veux comprendre ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux avoir à faire. Je veux comprendre la dimension bonne et juste de ce que je fais. Ensuite, je veux avoir le souci qu'on comprenne, mais qu'on comprenne que je fais du bien, que je ne nuis pas, que je fais du bien. Ensuite, je n'ai pas le souci que les personnes qui ont une autre vision de la société. Moi, je crois beaucoup à la fraternité dans la société. Je crois qu'il est possible. Ça ne veut pas dire qu'on va être frères de tout le monde, parce qu'il y a des choses qui arrêtent la fraternité. Mais je crois profondément qu'il est possible de s'intéresser à l'autre, d'avoir de la curiosité vis-à-vis de l'autre, d'écouter attentivement l'opinion de l'autre qui n'est pas la même que la sienne, d'accepter, d'avancer vers l'autre, de découvrir ses goûts, ses attitudes, son tempérament, ses tourments aussi. Je crois profondément à ça dans une société. Et donc des personnes qui ne supportent pas les autres, quel qu'en soit le prétexte. Moi, ce n'est pas tellement mon souci que ces gens-là comprennent les élans que j'ai, le souci que j'ai des autres et le bonheur, le plaisir que j'éprouve à rencontrer les autres. Ces gens-là, je les combats, quoi. Je les combats. Donc j'ai besoin de mon énergie pour les combattre, pas pour me faire comprendre. Ils ne me comprennent pas, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Dans ce livre Nuit d'épines, vous parlez d'une épine dans votre vie. C'est la nuit, vous avez perdu votre maman. Vous dites... Je n'ai jamais dormi aussi lourdement ni aussi longtemps. Je ne dormirai plus aussi lourdement ni aussi longtemps. Comment est-ce qu'on écrit ça? Qu'est-ce qu'on va chercher? Heureusement, il y a quelques années, j'ai pu m'apaiser dans mon rapport à la mort de ma maman. Mais pendant une vingtaine d'années, j'ai pleuré
beaucoup, chaque fois que j'y pensais. Mais c'était étrange, effectivement, j'ai le sommeil léger, j'ai toujours eu le sommeil léger, parce qu'évidemment, je transgressais la nuit. Donc, j'écoutais de la musique, je lisais, j'avais une petite veilleuse parfois, mais très souvent, je lisais à la lueur d'un réverbère qui clignotait sans arrêt. Donc, il me fallait une nuit extrêmement aiguë. Donc, pour surveiller, parce qu'évidemment, j'allais me ramasser une raclée, je croyais que j'allais me ramasser une raclée. Mais toutes les nuits, donc, je transgressais, toutes les nuits, je prenais des risques. Toutes les nuits, je savais, ou en tout cas, je croyais que je pourrais prendre une raclée du fait que je n'avais pas éteint et que je continuais à lire. Donc, je pense que ça a contribué à me donner un sommeil très léger. J'ai effectivement un sommeil très, très léger. Et pourtant, la nuit où maman est morte, nous savions qu'elle était condamnée. Mais évidemment, tous les jours, nous repoussions l'espoir, on faisait reculer chaque jour. Et la nuit où elle est morte, la nuit où on l'a installée à la maison, ça a forcément fait un foin d'enfer, forcément. Et pourtant, je ne me suis réveillée que lorsque tout était fini. C'était donc le jour était déjà bien levé, alors que tous les jours, je me réveille le matin, parce que les journées commencent tôt en Guyane. Et je me suis réveillée quand tout était fini, parce qu'à mon réveil, je trouve mon frère assis au bord de mon lit, qui me dit cette phrase que je trouve aujourd'hui encore terrible pour un adolescent. Maman a cessé de souffrir, et terrible pour lui qui souffre aussi de la mort de maman. Il est aussi malheureux que moi, il a juste 2 ans de plus que moi, et c'est lui qui est chargé de me le dire. Donc forcément, il est très très malheureux aussi. Et il me dit cette phrase, il ne crie pas, il ne hurle pas. Si j'écrivais un roman, je dirais que ce frère-là s'arrache les cheveux, hurle, pleure, me prend dans ses bras, etc. Mais ça n'est pas un roman, c'est la vie de vrai. Et il est assis, il me dit cette phrase d'adulte, maman a cessé de souffrir. Et j'apprends que l'installation vient de se terminer. Et je me suis réveillée spontanément quand l'installation vient de se terminer. Alors que, vraiment, j'allais presque dire, pour exagérer, parce que j'ai le sens de l'exagération, vous faites tomber une plume à côté de moi pendant que je dors, vous la faites tomber sur une moquette de préférence, épaisse comme on en trouve dans les palais de la République, on n'en trouve plus tellement d'ailleurs, et je me réveille. Et pourtant là, comment on écrit ça ? On écrit en pleurant moins maintenant, parce que j'ai appris à trouver la paix, puisque comme je l'écris dans le livre, j'ai cessé de penser à moi, j'ai commencé à penser à maman. Je n'ai pas compris que pendant 20 ans, je pensais à moi, à mes remords, au regret d'avoir été impertinente, insolente, remuante, désobéissante, indisciplinée. Voilà, j'étais tout ça, je lui ai pourri la vie, donc je pleurais sur ces remords-là. Et j'ai compris un jour que non, faut cesser de m'apitoyer sur moi et penser à elle. Et je trouvais la paix avec ça. Donc aujourd'hui, je suis capable d'écrire ça sans pleurer. Vous êtes en paix. Sans trop pleurer, je suis en paix. Vous écrivez aussi comment une nuit câline devient une nuit d'horreur. 13 novembre 2015. On sait ce qui s'est passé au Bataclan, au Stade de France, sur les terrasses. Nous, le 9 novembre 2016, on avait rencontré les membres de l'association des victimes des attentats du 13 novembre. Ça s'appelle Life for Paris. Et on leur avait laissé carte blanche. J'aimerais qu'on les écoute. Ce n'est pas parce que notre peau n'est pas marquée qu'il ne s'est rien passé et que cela n'a pas blessé notre chair. J'étais avec mon mari ce soir-là. On est resté 1h40 dans la fosse à faire les morts. On travaille vraiment à faire en sorte d'être le plus présent possible pour les personnes qui sont dans notre communauté, pour améliorer un petit peu leur vie d'après, parce que c'est pas toujours simple. Telle personne qui était père de famille, qui se retrouve avec des enfants qui sont orphelins, avec une épouse qui pense à lui. C'est tel autre mec qui était passionné de musique et qui s'est fait faucher par les balles. C'est telle autre personne qui fêtait son anniversaire dans un bar. Tous ces gens qui sont morts autour de moi, ils sont inscrits dans ma chair. Nous, on a rencontré très rapidement avec Maureen, le président du Bataclan, en lui disant qu'il y avait une demande forte en fait, qui émanait de chez nous, de pouvoir retourner sur les lieux pour se réapproprier l'espace et permettre à la mémoire de se reconstruire en quelque sorte. Tout le monde se souvient d'où il était, de ce qu'il faisait le 13 novembre 2015. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Je quittais la chancellerie, je m'apprêtais à aller au cinéma, parce que souvent le soir, j'étais à l'Assemblée, au Sénat, mais certains soirs, aussi souvent que possible, je sortais.
Et je revenais à la chancellerie après être continué à travailler, mais j'allais au théâtre, j'allais à l'opéra, j'allais à un concert. Là, je m'apprêtais à aller au cinéma. Je me souviens bien aussi, bien entendu, hein, un film sur une grève ouvrière à Turin au début du XXe siècle. Et c'est sur le perron de la chancellerie, au moment où je descends, que je reçois l'appel, que mes officiers de sécurité reçoivent en même temps d'ailleurs. Et nous nous rendons donc à la cellule de crise. Et la nuit n'appartient plus qu'à cette horreur. Il faut tenir bon, parce que les gens sont blessés dans leur chair, dans leur cœur. Donc il faut tenir bon pour les gens, pour les victimes, pour les proches des victimes, les gens qui les aiment, pour tout cet amour qui se déploie, qui se diffuse dans la société. Il y a cette horreur absolument indicible. Il n'y a pas, personne ne saura jamais qualifier cette horreur. Même les personnes qui vont chercher au plus profond d'elles-mêmes les mots pour dire ce qu'elles ont vécu. Je pense que si elles le disent 15 fois, elles le diront 15 fois avec des mots différents. Parce que ce ne sera jamais le bon mot, ce ne sera jamais précis, ce ne sera jamais exact. Mais à ces moments-là, quand même, se diffuse dans la société beaucoup d'amour, à notre insu. Et on n'y pense pas à ce moment. On pense à réagir, on pense à proclamer l'état d'urgence, on pense à protéger les gens, on pense à organiser l'accueil des victimes, des familles, on pense à voir comment on va accompagner. Mais vous, à notre insu, qui étiez aux affaires, qu'est-ce qui se passe dans votre chair, dans votre corps? Mais moi, déjà, je dois prendre mes responsabilités. Je suis à la tête d'un ministère régalien. Je dois réagir et agir. Le président a proclamé l'état d'urgence. L'état d'urgence est une loi qui date de 1955, proclamée à l'époque de la guerre d'Algérie. Symboliquement, elle ne convient pas. Et pourtant, c'est le seul outil législatif, juridique dont nous disposions. Donc, mais c'est un texte de loi qui donne tout pouvoir au service administratif de la police. Donc, mais nous sommes une démocratie, nous ne sommes pas dans un état de guerre civile. Nous sommes confrontés à des gens qui ont déclaré la guerre à la jeunesse, à la joie de vivre, au plaisir, à la camaraderie, à la légèreté, juste à la joie de vivre, et qui ont déclaré cette guerre-là. Mais cet instrument ne convient pas. Donc, je travaille la nuit pour réintroduire l'autorité judiciaire, donc le procureur de la République et des officiers de police judiciaire. Et donc, il s'agit d'agir en tant que garde des Sceaux. Il faut savoir que la veille, j'ai signé une circulaire pour la prise en charge des victimes en cas d'attentat et de nombre important de victimes, dans la mesure où, après les attentats de janvier, j'avais évalué le dispositif de prise en charge des victimes. Et ça a été signé le 12 novembre. Le 12. Ça peut se vérifier, le décret, je l'ai signé le 12 novembre. Donc j'avais organisé une série de consultations avec tous les ministères concernés, évidemment, donc la justice, l'intérieur, les finances, la santé, la défense, tous les ministères concernés. Donc nous avons travaillé pendant plusieurs mois et le dispositif nouveau a été mis en place. Il faut savoir que le soir des attentats, dans la journée, il y avait eu une simulation d'attentats et de prise en charge de victimes sous l'hypothèse d'un attentat extrêmement violent qui aurait fait près de 200 victimes. Donc nous avions donné la consigne de faire cette simulation qui a eu lieu dans la... Absolument. Et le soir, lorsque nous sommes allés avec le président de la République sur les lieux, le chef des équipes médicales nous a dit que l'exercice de la journée les a aidés à prendre en charge de façon plus efficace les victimes, à faire vraiment les victimes d'urgence absolue, d'urgence relative, etc., que le fait d'avoir fait cette simulation dans la journée a rendu très fluide la prise en charge des différentes victimes selon le degré d'agression, de blessure, etc. Donc tout ça se passe là et il faut mettre tout ça en branle. Non, on ne dort pas, on n'a pas sommeil. On n'a pas sommeil, on ne dort pas. Et puis, on est submergé parce que notre tête fonctionne. Vous dites que vous êtes écroulé sur la moquette de votre bureau. Oui, j'ai peut-être dormi 1 heure et demie. Mais une fois, j'avais toute l'adrénaline pour faire mon travail. Et mon équipe est restée là, vraiment. Tous les membres de mon cabinet
sont restés là. L'administration, les directrices et directeurs d'administration étaient là. Et après, une fois qu'on a fini le travail, moi, je suis retournée dans mon bureau. Je m'écroule d'abord parce que je pleure toute l'adrénaline qui retenait les vagues de larmes. Mais une fois que le travail a été fait, je laisse aller. Je ne dirais pas que ça m'a fait du bien, mais je retrouve mon humanité, ma sensibilité. J'ai le sentiment d'être presque de toucher les gens, d'être en lien, d'avoir rétabli le contact avec les personnes. Christiane Taubira, j'aimerais qu'on aille 72 heures après l'attentat du 13 novembre. Le président François Hollande déclare vouloir installer la déchéance de nationalité lors d'une allocution devant le Congrès réuni à Versailles. Il dit ça. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Rétrospectivement, Christiane Taubira, est-ce que ces 72 heures pour prononcer ce discours ont tué des décennies de socialisme en France ? Je ne sais pas si ça les a tués, c'est incontestablement une infidélité aux idéaux de gauche, à la conception que la gauche a de la nation en tant que communauté civique, c'est-à-dire qui rassemble des citoyennes et des citoyens qui sont unis non par une même appartenance ethnique, mais qui sont unis par des valeurs, par des principes, par une appartenance collective. Voilà, conception de la nation fondée sur le double droit du sang et le droit du sol. Une conception de la nation fondée sur le choix d'appartenir, vraiment, vouloir être de cette nation-là. C'est une rupture par rapport à cela, incontestablement. Alors, on comprend le contexte, on peut imaginer ce que ça veut dire, mais c'est tellement hors sujet, c'est hors sujet. Ça parle à des terroristes qui ne nous parlent pas et à qui on ne veut pas parler. En tout cas, je pense que nous n'avons pas de dialogue à prendre avec eux. Or, ça leur parle, là. C'est un dialogue avec eux qui met en péril des citoyennes et des citoyens, qui prend le risque d'inscrire dans notre loi fondamentale 2 catégories de citoyennes et de citoyens. Donc peut-être des lois discriminatoires demain qui seront conformes à la Constitution, pour dire à des terroristes qu'on va vous déchoir alors qu'ils sont autour d'une ceinture d'explosifs et qu'après avoir détruit leurs victimes qu'ils ne connaissent pas et qui ne leur ont rien fait, se détruisent eux-mêmes, ou lorsqu'ils vont sur les champs de bataille décapiter des personnes, se livrer dans la plus grande débauche d'une violence inouïe, mettent en scène leur passeport qu'ils brûlent, qu'ils mettent en feu. On leur parle à eux de la déchéance de nationalité. Ils nous narguent sur la nationalité. En ce moment, Canal+ diffuse une dystopie qui s'appelle Les Sauvages. Dans cette dystopie, Rebecca Zlotowski, la réalisatrice, fait ça. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons connaître le nouveau visage du président de la Ve République française. Conformément à la loi, il nous reste quelques secondes. Oui, quelques secondes d'attente et peut-être une surprise derrière. 5, 4... C'est maintenant. Eh bien, c'est Idar Shaouch, mesdames et messieurs, qui devient le 8e président de la Ve République française. C'est le changement, l'espoir. C'est donc une dystopie dans laquelle un président d'origine algérienne est élu en France. Oui. Moi, j'aimerais vous parler de la réalité. Les dystopies sont écrites justement pour interpeller sur la réalité. Oui, en Mais général. est-ce que vous pensez qu'en France, on est prêt pour avoir une présidente noire, Christiane Taubira ? C'est qui ont d'abord les Français, nous les Français, oui, tout le corpus. Oui. D'abord, une présidente noire ou un président noir ou un président de faciès maghrébin.
Mais moi, je crois que dans la société, il y a des personnes... C'est vraiment la question de... ben oui, justement, la question du faciès. Une personne est une personne. Une personne est une personne. Et si au XXIe siècle, on n'est pas capable... Alors, il y a des malades, il y a des gens qui sont obsédés par, voilà, remplacement, etc. Bon. On connaît tout ça. Il y a des gens qui sont très, très, très fortement fêlés, et définitivement fêlés pour certains. Mais cela ne nous intéresse pas. Mais est-ce que nous sommes capables, au XXIe siècle, avec tout ce que nous savons, nous avons le monde sous les yeux. Nous avons le monde sous les yeux. Nous, la génération actuelle, là, votre public principalement, c'est une génération qui grandit en présence du monde et en conscience de la présence du monde. Ça veut dire en clair que cette génération-là sait que le monde est divers et multiple. Elle sait qu'il y a des gens brillants, qui ont la peau noire et qui sont brillants, qui sont généreux, qui sont géniaux. Elle sait qu'il y a des personnes qui ont l'apparence maghrébine et qui sont brillantes et généreuses, etc. Elle sait, bon, voilà, cette génération-là, c'est tout ça. Elle a ça sous les yeux. C'est pas la peine d'aller fouiller de lui. Elle a ça sous les yeux. Donc cette génération, je crois, est en capacité de se dire qu'une personne est une personne. Et que lorsqu'on a quelqu'un en face, qu'est-ce qui compte ? Son mode de pensée, son rapport aux autres, les valeurs et les principes qu'elle s'est donnés et qu'elle respecte. C'est ce qui compte. Alors évidemment, nous sommes travaillés par des préjugés, parce que l'histoire a bâti des préjugés. L'histoire, des pans d'histoire se sont construits sur des préjugés et qui ont été utilisés, exploités pendant longtemps. Donc nous sommes imprégnés de ça. Mais est-ce qu'il n'est pas concevable de se battre contre cela ? Est-ce que lorsqu'on a un réflexe de rejet ou de je sais pas moi, de crainte... Mais on va faire un petit sondage dans le public. Vis-à-vis d'un autre, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur ce réflexe ? Mais est-ce que dans le public, ceux qui pensent que la France est prête pour avoir une présidente noire lèvent la main ? Ben ça y est, l'élection est faite. Non mais en plus, moi je suis persuadée, il y a déjà plus... Qu'est-ce que vous attendez ? Une dizaine d'années, mais c'est pas ça le sujet. Il y a plus c'est de... le sujet. Mais, en fait, non, en plus, moi je prends le sujet vraiment très au Mais sérieux. moi aussi. Il faut arrêter de me demander si je vais être présidente. Il reste pas grand monde. Moi je vais vous dire une chose. Oui, mais je vais vous dire une chose. Le plus gros échec de la gauche, je suis de gauche. Moi, je l'assume, je le revendique. Je me dispute depuis 25 ans avec mes amis de gauche, mais je reste de gauche parce que je crois aux idéaux de gauche. Et je crois que le monde actuel, qui est d'une grande violence, d'une grande inégalité, qui multiplie les injustices, qui est cynique en plus, ce monde-là a encore plus besoin des idéaux de gauche. Je suis absolument persuadée de ça. Mais je vais vous dire que le plus gros échec de la gauche, le plus grand échec de la gauche, celui qui va être rédhibitoire, de la gauche française, de la gauche ailleurs aussi, mais nous sommes en France, de la gauche, son plus gros échec, c'est de ne pas faire émerger un vivier de belles personnalités de la génération suivante. Moi, je pense que ça va, le bal des anciens, là. Ça va, quoi. Ça va. J'ai presque envie de dire le bal des ancêtres. Bon, ce serait désagréable, mais ça va. Moi, je vais rencontrer les jeunes. C'est sûr qu'ils ne connaissent pas Nina Simone. Mais s'ils découvrent, je suis sûre qu'ils vont en être passionnés. Mais qu'est-ce que ça va dire ? Mais le pire, c'est que je suis absolument persuadée que lorsqu'on regarde sur l'ensemble du territoire, que ce soit des élus, y compris des élus très modestes, dans des conseils municipaux de village, que ce soit des personnalités engagées, des militants, etc., je suis sûre qu'il y a ce vivier-là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas le regarder, ce vivier-là, repérer, encourager, accompagner ? Est-ce qu'on ne peut pas faire... On est toujours en train de regarder vers des personnes qui ont déjà eu des responsabilités. Bon, moi, j'en ai eu. Je suis ravie d'en avoir eu. Mais je ne passe pas mon temps à rêver de revenir aux responsabilités. Je suis toujours sur la défensive quand on me demande si j'irai aux élections, etc. Parce que dans le fond, moi-même, je suis persuadée qu'il est temps que... Parce que cette génération qui, justement, comprend le monde, elle saura qu'il faut arrêter de parler mesquinement à la société comme si on était hors du monde, qu'il faut arrêter de prendre des décisions en faisant croire aux gens qu'il n'y aura pas d'influence venue d'ailleurs sur ces décisions. Voilà, je vais vous répondre, Christiane Taubira, que vous êtes un grand écrivain et que l'écriture est un grand pouvoir. Et que, comme dirait Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous êtes d'une obstination
Têtu, Mouloud Achour, têtu. 2022. Vous croyez qu'avec votre petit regard, vous allez me séduire et m'obliger à vous dire des choses que je ne veux pas dire. Mais dites des choses que vous voulez faire. Je vous aime. Moi aussi.